Il y a des matchs qui font chaud au cœur. En s'imposant 2-0 hier soir, Chelsea élimine le Real Madrid, composte son billet pour la finale de Ligue des Champions et rejoint donc Man City à Istanbul. C'est le succès d'un collectif remarquable, c'est le triomphe d'une unité basée sur l'intensité. C'est beau et c'est mérité. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et donc pour parler du match d'hier soir, Chelsea s'impose 2-0 à Stamford Bridge, au SB qui n'est pas en l'occurrence le Santiago Bernabéu, et valide donc son billet pour la finale de Ligue des Champions. On va parler de plein de choses, et notamment sur cette première partie du Real Madrid, mais ça va être assez court parce que j'ai surtout envie de m'attarder sur la performance de Chelsea. Alors pour ce Real, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le 3-5-2 n'a visiblement pas été couronné de succès, à nouveau, comme au match aller. On n'a pas vu assez de déséquilibre ou de supériorité numérique locale qui pourrait amener du danger, pas assez de mouvement entre les lignes ou d'appel dans le dos, même dans des positions intermédiaires, à l'image d'un entrejeu qui a toujours voulu recevoir le ballon vraiment dans les pieds. Le résultat du coup, c'est une possession très stérile qui a réduit la production du Real Madrid. Alors certes, il termine avec 68% du ballon, mais 2 fois moins de tirs que Chelsea, et sur les 7, il y en a 5 depuis l'extérieur de la surface, ce que la différence d'expected goals traduit assez bien. Enfin, c'est en partie une conséquence de cette grosse possession sans déplacement entre les lignes, et ça a en partie ses raisons propres aussi. Mais on a vu un Real Madrid souffrir en transition, très vulnérable sur transition défensive, totalement tranché par les mouvements verticaux de Chelsea dans leur dos, et finalement, entre cette grosse domination territoriale et cette grosse domination avec ballon, mais sur des mouvements très stériles, très latéraux, plus le fait d'avoir souffert en transition défensive, ce Real Madrid ressemblait à s'y méprendre au mauvais Barça des dernières années, au mauvais Barça de Valverde, qui souffrait aussi sur ses phases du jeu, avec en prime, et on l'a vu sur la dernière demi-heure de la partie, avec en prime un déficit athlétique très marqué. Mais alors maintenant, si cette demi-finale retour de Ligue des Champions a été remportée dans un relatif confort par Chelsea, je pense que le score de 2-0 est un juste reflet, une juste expression de la physionomie, voire peut-être un poil timide. Il y a des occasions qui auraient pu être converties en plus, mais on va dire que le rapport de force est assez bien signifié par le résultat final. Si c'est le cas, c'est quand même en grande partie, et avant tout, on a parlé du Real Madrid, mais c'est avant tout dû à la performance de Chelsea. C'est ce sur quoi on va s'attarder maintenant. Alors, on va en reparler dans quelques minutes, mais on a vu des prestations individuelles de haut rang, ça c'est sûr. Ce qui m'a le plus plu, ce qui est sans doute le plus beau dans le football, c'est un collectif qui dégage une sensation d'unité remarquable. Combien de fois est-ce qu'on a vu ce Chelsea hier soir et on s'est dit qu'il y avait vraiment une structure qui allait au-delà de la somme des individus? Combien de fois est-ce qu'on a vu ce 3-4-3 et on a vu chaque point de ce 3-4-3, chaque unité de ce 3-4-3 ou 3-4-2-1 semblaient intensément connectées l'une à l'autre, que ce soit sur les phases sans ballon hautes où le pressing de Chelsea était remarquablement coordonné, que ce soit sur phase sans ballon basse avec un bloc agressif réduisant les poches d'espace au maximum, ou que ce soit même avec ballon, avec des transitions tranchantes menées en nombre. Alors c'est pas tout à fait le même chaos organisé que l'Ajax 2019, c'est pas non plus la même mécanique effervescente, très effusive de l'Atalanta 2020, mais si on a aimé ces deux équipes, avec toute proportion gardée bien sûr, comparaison n'est pas raison, il y a tellement de choses qui différencie ces trois formations, mais disons que si on a aimé les deux productions Ajax et Atalanta, on a des chances de vibrer devant ce Chelsea, devant sa structure collective très enthousiasmante, très engageante, et devant son intensité aussi. Ça c'est un point qu'on a commencé à teaser rapidement en introduction. On a vu hier soir sur ce Chelsea Real Madrid, on a vu une débauche d'énergie qui prend au triple et une frénésie qui forcément compliquait la tâche d'un Real Madrid en grande souffrance physique. Alors du point de vue de l'intensité, le mismatch entre les deux formations était assez vaste, énorme, et d'ailleurs c'est un point de vigilance sans doute à mobiliser dans notre argumentaire, c'est que Chelsea rencontrera à l'avenir beaucoup d'équipes moins bien dotées techniquement que ce Real Madrid, ça c'est certain, mais je suis pas certain que Chelsea en revanche rencontre beaucoup d'équipes moins bien dotées du point de vue de l'énergie, du capital physique, de l'endurance. Le Real avait beaucoup de mal à suivre de ce point de vue-là, et voilà, si on a tendance à voir le verre un peu à moitié vide, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, avec peut-être un autre élément, peut-être un autre petit bémol à inscrire sur cette partie, c'est l'incapacité à convertir ces occasions, beaucoup d'occasions gâchées. Pour tout ce qu'a produit Chelsea, le match n'est tué finalement qu'à 10 minutes du terme, et ça, c'est forcément une faute. Alors, c'est des petits bémols, on va dire que ça nuit pas vraiment à l'impression générale, parce que globalement, on a vu une équipe superbe, et une équipe superbe, c'est le dernier point sur lequel je voudrais insister,
insister, c'est que de tout ce qu'on peut voir depuis chez soi, c'est-à-dire pas grand-chose, on a une vision biaisée, mais les images qu'on nous montre sur le banc, ce qu'on peut aller voir sur la chaîne YouTube du club, ce qu'on entend ici et là, il y a l'air d'avoir un groupe et un vestiaire assez soudé, pas vraiment d'éléments ou d'ego plus haut qu'un autre. Quand je vois l'interview de Mason Mount par exemple en fin de rencontre, on sent un gars simple, ça a l'air d'être un super vestiaire, et ça aussi pour moi, ça compte énormément. Donc voilà pour ce Chelsea et pour son collectif, son unité, qui m'a beaucoup plu. Pour finir, quelques mots pour parler de la Première Ligue, bien sûr. Alors, on va pas préempter la finale, on va pas préempter la preview de la finale, ça on aura tout le temps d'en reparler, de mentionner tous les éléments, notamment de scénarios qui sont assez croustillants. On en reparlera à quelques jours de la finale dans une vidéo dédiée, comme d'habitude, mais quelques remarques sur la Première Ligue. Déjà, le fait qu'on a en Première Ligue, dans 2 jours, on a la répétition générale de la finale, hasard de calendrier, ça pourrait d'ailleurs être le match du titre pour Man City. Et puis un mot pour la Première Ligue, parce qu'on se souvient évidemment d'il y a 2 ans, d'il y a 2 étés, ou en tout cas il y a 2 printemps, au printemps 2019, avec cette finale de Ligue des Champions Liverpool-Tottenham, mais aussi dans le même temps, une finale d'Europa League, Chelsea-Arsenal. Là, on pourrait très bien avoir, on va avoir Man City-Chelsea en finale de Ligue des Champions, et on verra ce soir, mais si Arsenal renverse Villarreal, on aura à nouveau un 4/4 au sommet des compétitions européennes de clubs, ce qui est sans doute matière à réflexion. Je pense qu'hier soir, on a vu un Real Madrid qui a plié sur l'intensité, et c'est peut-être aussi le symbole d'un championnat qui n'a pas su évoluer sur ce rythme physique. Quand on voit la Première Ligue, quand on voit la taille des effectifs en Première Ligue, aussi celui de Man City contre le Paris Saint-Germain, là sur la comparaison, le PSG a énormément souffert, celui de Chelsea hier soir, c'est des effectifs désormais avec la force financière de ces clubs, et avec peut-être des stratégies de recrutement qui sont un peu plus complètes, un petit peu moins centrées stars, et peut-être un petit peu plus diversifiées. Man City, il a illustré il y a quelques jours, je crois qu'aucun club ne l'exprime aussi bien que Chelsea et son effectif vraiment XXL. Donc voilà en gros pour cette partie de l'analyse. Niveau top, N'Golo Kanté, forcément l'homme du match à l'aller comme au retour. Si vous pouvez mettre la main sur son match, si vous ne l'avez pas vu, allez-y sans hésiter, il a été énorme. Mason Mount ensuite, dans le top 5 de mes joueurs préférés cette saison, sans l'ombre d'un doute. On a pas mal parlé dans l'épisode de retour qu'on avait consacré à l'Angleterre, mais quel joueur, un pur créateur de différence comme Thomas Tuchel qui en quelques mois transformé le visage de cette équipe. Il a une superbe matière avec laquelle travailler, c'est certain, mais ce groupe jeune lui ressemble et ça marche. Alors après, comme dans l'analyse de Man City hier, on aurait pu citer tout un tas de contributeurs individuels remarquables. Je pense que Kai Havertz, Timo Werner, Edouard Mendy, Antonio Rüdiger bien sûr, mais aussi Christian Pulisic et peut-être Jorginho aussi, alors qui prend son carton jaune au bout d'une quinzaine de minutes, et qui pourtant suit le reste de la partie avec le même niveau d'intensité sans ballon, donc qui a pris des risques, mais qui a été très juste. Tous ces joueurs auraient mérité une place, et il y en a sans doute d'autres, même Thibaut Courtois quelque part, qui maintient le Real Madrid en vie. Donc voilà, les tops sont très nombreux, les flops aussi potentiellement. Alors j'ai mis Zidane, si les joueurs offensifs ont été aussi difficiles à trouver entre les lignes, je pense que c'est en grande partie dû à une structure qui n'a pas fonctionné, à un choix de système assez particulier, ce 3-5-2 comme à l'aller, qui n'avait pas fait ses preuves et qui ne l'a pas fait non plus au retour. Alors sur la passe map par exemple, on le voit très bien, des circuits extrêmement latéraux, pas beaucoup de mouvements entre les lignes. Forcément il y a une faillite qui est collective, qui est tactique et qui est en partie imputable au choix de Zidane. Ensuite Ferland Mendy, invisible et physiquement pas sûr qu'il ait été apte, mais voilà, dur de le trouver dans cette position de piston gauche. Et j'ai mis Eder Militao parce que avec et sans ballon ça a été compliqué, mais on aurait pu parler d'Eden Hazard, de Sergio Ramos, de Casemiro entre autres. Il y avait malheureusement pour le Real Madrid pas mal de choix. Alors voilà en gros pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. Si vous voulez pas rater la prochaine, et c'est l'épisode de retour ce week-end, samedi 10h ou dimanche 10h à voir, mais en tout cas si vous voulez pas le rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est aussi une très bonne manière de me soutenir. Donc merci pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, qui vous voyez peut-être remporter cette finale, même si on s'avance un peu, et on aura des indications samedi 18h30, ce qui sera un match assez intéressant à suivre. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente journée et soirée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bisous.